Je pensais avoir construit la vie parfaite. Antoine Fournier, 33 ans, expert comptable, un salaire à 6 chiffres gagné en analysant des nombres qui, eux, ne mentent jamais. Contrairement aux gens, apparemment. Il y a 4 ans, j'ai épousé Chloé Lambert, une femme sublime de 25 ans, avec des cheveux blonds comme le miel et un sourire qui pouvait faire oublier à un homme son propre nom. Nous avions un arrangement qui semblait idéal. Je serais celui qui pourvoirait à nos besoins, le roc, la fondation de notre avenir, pendant que Chloé transformerait notre pavillon de banlieue en un foyer. Pendant les 3 premières années, tout a fonctionné à la perfection. Je rentrais à la maison, accueilli par l'odeur du dîner, par une femme qui me saluait avec un enthousiasme sincère, par des conversations sur nos futurs enfants et nos plans pour le week-end. Chloé semblait épanouie à gérer la maison, à décorer les pièces avec un soin méticuleux, à organiser des dîners pour mes collègues où elle charmait tout le monde sans effort. Je lui faisais une confiance absolue. Pourquoi en aurais-je douté? Elle n'avait aucun souci financier, aucun stress professionnel, aucune raison d'être autre chose que reconnaissante pour la vie que je lui offrais. La maison m'appartenait, achetée avant notre mariage, l'emprunt à mon seul nom. Chloé avait accès à des cartes de crédit, une généreuse allocation mensuelle, la liberté de faire du shopping et de déjeuner avec ses amis quand bon lui semblait. Elle conduisait le Renault Captur que je lui avais acheté il y a 2 ans, vivait dans un confort pour lequel je travaillais 60 heures par semaine. Que pouvait-elle vouloir de plus? Mais il y a 6 mois, quelque chose a changé. Le changement était si subtil au début que j'ai douté de ma propre perception. Les virées shopping de Chloé, autrefois une agréable sortie hebdomadaire, sont devenues des expéditions quotidiennes. Elle partait après le petit déjeuner et revenait juste avant le dîner, transportant des sacs qui semblaient bien maigres pour 8 heures passées loin de la maison. Quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, ses réponses devenaient vagues, évasives. « Oh, tu sais, j'ai juste flâné. J'ai déjeuné quelque part, je n'ai pas vu le temps passer », disait-elle en agitant la main. Les détails manquaient toujours. Quel magasin? Où avais-tu mangé? Qui avais-tu vu? Ces réponses flottaient dans l'air, aussi substantielles que de la fumée. J'ai commencé à remarquer d'autres choses avec l'attention méthodique qui faisait mon succès pour déceler les anomalies financières. Chloé prenait une douche dès son retour à la maison, même les jours où elle prétendait n'avoir fait que se promener dans des centres commerciaux climatisés. Son téléphone est devenu une extension permanente de son corps, vibrant constamment de messages qui la faisaient sourire d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. Elle orientait l'écran loin de moi dès que j'approchais, le protégeant comme un secret d'État. Son apparence a changé aussi. Maquillage pour aller faire les courses, tenue de créateur pour de simples emplettes, parfum appliqué avec le soin de quelqu'un qui s'attend à être remarqué, mais pas par moi. Mardi soir dernier, en cherchant mes clés de voiture, j'ai trouvé un reçu dans son sac à main. Le café de la place, en centre-ville. 2 cappuccinos, 2 plats du jour, total 47,83 €. Quand j'en ai parlé nonchalamment pendant le dîner, Chloé a à peine interrompu son repas. Oh, j'ai croisé Sarah de la fac. On a déjeuné ensemble pour prendre des nouvelles, a-t-elle répondu sans lever les yeux de son assiette. Mais elle n'a pas mentionné le nom de famille de Sarah, n'a pas dit de quoi elles avaient discuté, n'a pas suggéré que nous invitions Sarah et son mari un de ces jours. L'explication existait uniquement pour combler le silence, dépourvu des détails naturels qui accompagnent la vérité. Cette nuit-là, allongé à côté de ma femme endormie, dans le lit que je payais, dans la maison que je possédais, fixant les ombres projetées par les lampadaires à travers les fenêtres que j'avais choisies. Mon instinct de comptable hurlait avec la même certitude que lorsque je découvrais des fonds détournés. Les chiffres ne mentaient pas. Les schémas révélaient la vérité, et chaque schéma que j'avais observé pointait vers une seule conclusion inéluctable. Chloé me mentait. Sur quoi? Je n'en étais pas encore tout à fait certain, mais les fondations de notre vie parfaite s'étaient fissurées, et je devais savoir à quelle profondeur avant que toute la structure ne s'effondre. Dans l'obscurité, j'ai pris mon téléphone, j'ai cherché, détective privé près de chez moi, et j'ai enregistré un numéro dans mes contacts. Je n'ai pas appelé, pas encore. Mais j'allais le faire. Parce que l'homme qui avait bâti cette vie méritait de savoir qui était en train de la détruire de l'intérieur. Et si mes soupçons se confirmaient, Chloé Lambert Fournier allait apprendre ce qui arrive quand on essaie de voler un homme qui a passé sa carrière à attraper les voleurs. Pendant 2 jours, je me suis débattu avec moi-même comme un homme se noyant dans ses propres pensées.
Ma partie rationnelle, celle qui m'avait fait passer de comptable junior à analyste senior par une délibération prudente, insistait pour que je confronte Chloé directement. Lui donner une chance de s'expliquer. Faire confiance à la femme que j'avais épousée. Mais ma partie professionnelle, celle qui avait découvert d'innombrables cas de fraude en entreprise, savait mieux. On n'accuse pas sans preuve. On ne montre pas son jeu avant d'avoir calculé toutes les issues possibles. Et on ne donne jamais à la partie coupable le temps de construire de meilleurs mensonges ou de détruire les preuves. Mercredi matin, pendant ma pause déjeuner, j'étais assis dans ma voiture devant le cabinet Dubois et Associés, fixant le contact que j'avais enregistré, Raymond Dubois, détective privé. Mon collègue Julien avait fait appel à Raymond il y a 2 ans, lorsque son propre mariage avait implosé. Le meilleur argent que j'ai jamais dépensé, avait dit Julien. Au moins, je connaissais la vérité au lieu de vivre dans sa toile de mensonges. J'ai composé le numéro. Enquête Dubois, répondit une voix professionnelle, sans surprise, portant le poids d'un homme qui avait entendu cette histoire d'innombrables fois. J'ai besoin que vous suiviez ma femme, ai-je dit doucement, surpris par la fermeté de ma voix malgré le tremblement de terre dans ma poitrine. Je pense qu'elle me trompe, mais j'ai besoin de preuves avant de faire la moindre accusation. Raymond a posé les questions nécessaires avec l'efficacité d'un médecin recueillant des symptômes. La description de Chloé, un M68, cheveux blonds, un Renault Capture argenté distinctif. Son emploi du temps habituel, les plages horaires que j'avais observées, les schémas comportementaux qui avaient déclenché mes soupçons. Il a annoncé son tarif sans hésitation. 150 € de l'heure, avec une avance pour un minimum de 3 jours. Commencez demain, ai-je dit, et je lui ai donné les informations de ma carte de crédit. Jeudi matin est arrivé avec une normalité trompeuse. Je suis allé au travail, j'ai assisté à des réunions budgétaires, j'ai examiné des rapports trimestriels, j'ai répondu à des emails, tout cela pendant que mon téléphone était posé, écran vers le haut, sur mon bureau comme une arme chargée. À 11h47, il a vibré. Raymond, le sujet a quitté la résidence à 10h15 en capture argentée, plaque d'immatriculation visible. Actuellement au café de la place, en centre-ville, table dans un coin. Elle est avec un homme, milieu de la vingtaine, athlétique, cheveux foncés. Le langage corporel suggère une familiarité, se penchent l'un vers l'autre, se touchent les mains sur la table. Je documente tout. Ma vision s'est brouillée. J'ai verrouillé la porte de mon bureau, je me suis assis lourdement, forçant l'air dans mes poumons qui semblaient avoir oublié leur fonction. 4 ans de mariage réduits à un SMS. D'autres mises à jour sont arrivées tout au long de la journée, chacune une frappe chirurgicale à mon cœur. Raymond, les sujets ont quitté le café ensemble. Observé une longue étreinte et un baiser sur le parking avant de se séparer dans des véhicules différents. Je suis le véhicule du sujet maintenant. Raymond, le sujet s'est rendu directement à l'hôtel du centre, en ville. L'homme est arrivé 4 minutes plus tard dans une BMW série 1 noire. Ils sont entrés ensemble dans le hall. Enregistrement confirmé à la chambre 412 au nom de l'homme, Kevin Muller. J'ai une vidéo du baiser avant d'entrer dans le bâtiment. J'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai dit à mon assistante que je ne me sentais pas bien et j'ai quitté le bureau. J'ai conduit sans but à travers des banlieues qui me semblaient soudainement étrangères, les mains tremblantes sur le volant d'une voiture que j'avais achetée avec l'argent gagné par dévotion à une femme qui était, à ce moment précis, nue dans une chambre d'hôtel avec un autre homme. Raymond, les sujets sortent de l'hôtel, 15h52. Longue étreinte dans le hall visible à travers les portes vitrées. L'homme a embrassé le sujet pour lui dire au revoir près de l'ascenseur. J'ai une identification faciale claire des deux parties. J'ai vérifié les plaques d'immatriculation. Kevin Muller, 26 ans, adresse enregistrée à la résidence du Parc, employé au club de sport Performance Field comme coach personnel. Un coach personnel. 26 ans. J'ai failli rire du cliché, mais le rire nécessitait un souffle que je n'avais pas. Ce soir-là, je suis rentré à la maison avant Chloé. Quand elle a franchi la porte à 17h23, parfaitement à l'heure comme toujours, elle portait 2 petits sacs de course et fredonnait doucement. La même femme qui avait embrassé un autre homme pour lui dire au revoir 3 heures plus tôt m'a maintenant embrassé sur la joue avec des lèvres qui avaient été ailleurs. « Comment s'est passée ta journée, chérie ?» a-t-elle demandé joyeusement. « Bien, ai-je réussi à dire. »« Et la tienne ?»« Oh, tu sais, j'ai couru partout.
J'ai trouvé quelques trucs en solde dans une boutique de déstockage, a-t-elle répondu, montant immédiatement à l'étage pour sa douche post-adultère, un rituel que je comprenais maintenant avec une clarté écœurante. Je me suis assis à notre table de cuisine, ma table de cuisine, et j'ai fixé le vide pendant que l'eau coulait au-dessus, lavant les preuves de la trahison. Vendredi et samedi ont apporté plus de la même chose. Les rapports de Raymond arrivaient avec une précision d'horloger. 2 autres visites à l'hôtel, un déjeuner où Chloé et Kevin étaient assis si près l'un de l'autre qu'ils semblaient fusionner, des reçus de cartes de crédit pour les frais d'hôtel que je finançais sans le savoir via l'allocation que je donnais à ma femme. Dimanche soir, Raymond m'a envoyé son rapport complet par email. Je l'ai ouvert dans mon bureau à la maison pendant que Chloé regardait la télévision en bas, envoyant probablement des SMS à son amant pendant les pauses publicitaires. Le document contenait tout, des photographies haute résolution, des fichiers vidéo, des horodatages, des confirmations de plaques d'immatriculation, et même des transcriptions de SMS que Raymond avait capturées via les reflets sur les écrans de téléphone. J'ai regardé une vidéo de ma femme embrassant un autre homme sur un parking d'hôtel avec une passion que je ne lui avais pas vue depuis des mois. J'ai vu des photos d'eux se tenant la main lors de déjeuners intimes, se regardant avec l'intensité de nouveaux amants qui se découvrent. J'ai lu des fragments de messages. J'ai hâte de te voir demain. Antoine travaille encore tard. On a tout l'après-midi. Mon nom, utilisé comme un outil de planification pour son infidélité. Quand l'écran de l'ordinateur portable s'est éteint, reflétant mon visage, j'ai vu quelque chose qui n'était pas là une semaine auparavant. L'homme dans le reflet était plus dur. Plus froid. Calculateur. Le mari qui avait fait une confiance aveugle n'existait plus. À sa place, il y avait quelqu'un qui savait exactement ce qu'il fallait faire. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai tapé un email à maître Isabelle Renaud, l'avocate en divorce la plus impitoyable de la région. Objet, urgent, besoin d'une consultation demain. Antoine? Tu viens te coucher, a appelé Chloé d'en bas. J'arrive tout de suite, ai-je répondu, ma voix parfaitement normale. Mais j'étais déjà parti. L'homme qui avait aimé Chloé Fournier était mort. L'homme qui allait la détruire ne faisait que commencer. Lundi matin, je me suis déclaré malade au travail pour la première fois en 3 ans. Chloé a accepté mon explication d'une gastro-entérite sans poser de questions. Pourquoi aurait-elle douté du mari qu'elle trompait depuis 6 mois? J'ai attendu qu'elle parte pour ses courses matinales avant de me rendre dans le quartier des affaires du centre-ville. Le cabinet de maître Isabelle Renaud occupait le dernier étage d'une tour d'acier et de verre qui perçait le ciel comme une lame. Sa réputation la précédait à travers le hall en marbre. L'avocate spécialisée en divorce qui avait démantelé 3 politiciens éminents, 2 PDG et un chef célèbre avec une précision chirurgicale. La rumeur disait qu'elle n'avait jamais perdu une affaire où l'adultère était impliqué. Assis en face de son bureau en acajou, j'avais l'impression de consulter un général sur une stratégie de guerre. Maître Renaud avait la cinquantaine, les cheveux argentés et des yeux qui pouvaient disséquer les mensonges à 50 pas. J'ai fait glisser le rapport d'enquête complet de Raymond Dubois sur son bureau sans préambule. Je veux divorcer, ai-je dit simplement. Et je veux qu'elle n'obtienne rien. Maître Renaud a examiné les documents avec l'attention méthodique d'un pathologiste. Photographie, vidéo, reçu d'hôtel, capture de SMS, confirmation de plaque d'immatriculation. Elle a absorbé chaque détail tout en prenant des notes précises sur un bloc-notes jaune. 20 minutes se sont écoulées en silence avant qu'elle ne lève les yeux. C'est béton, a-t-elle dit, tapotant les photographies avec un doigt manucuré. Adultère documenté avec des preuves photographiques et vidéos sur plusieurs instances. Preuves claires de tromperie et de trahison continue. Dans notre région, cela constitue un motif de divorce pour faute. Elle s'est adossée à son fauteuil en cuir. Vous garderez la maison. Elle est uniquement à votre nom. Vous garderez vos comptes épargne-retraite, vos économies, vos investissements, tout. Elle était volontairement sans emploi pendant le mariage, donc il n'y a aucun argument pour sa contribution aux biens matrimoniaux. Avec ces preuves, elle aura de la chance si elle repart avec ses vêtements. Quel est le calendrier, ai-je demandé. Je peux faire rédiger les papiers d'ici mercredi. Comment voulez-vous que la signification soit gérée, a-t-elle répondu. Je me suis penché en avant. Je m'occuperai de la remise en main propre, mais j'ai besoin de quelques jours avant qu'elle ne les reçoive. Pouvez-vous garder les documents jusqu'à ce que je donne le signal? Maître Renaud a haussé un sourcil.
Je ne veux rien savoir qui pourrait compliquer cette procédure, a-t-elle prévenu. Ça ne sera pas le cas, l'ai-je assuré. J'ai juste besoin de régler quelques détails d'abord. C'est votre calendrier, mais n'attendez pas trop longtemps. Et ne faites rien qui pourrait compromettre notre dossier, a-t-elle répondu fermement. Après avoir quitté le bureau de Maître Renaud, je me suis rendu directement à la banque principale où je détenais des comptes depuis plus d'une décennie. Mon conseiller financier, Robert Martin, m'avait aidé à naviguer à travers tout, des programmes pour primo-accédants à la planification de la retraite. Maintenant, il allait m'aider à naviguer dans le divorce. Je demande le divorce, ai-je expliqué, étalant des documents sur son bureau. J'ai besoin de sécuriser tous les actifs avant que les papiers ne soient signifiés. Robert a examiné mon profil financier avec une efficacité rodée. Votre compte courant est uniquement à votre nom, protégé. Votre plan d'épargne retraite et vos portefeuilles d'investissement, protégés. L'acte de propriété de la maison, protégé. La seule responsabilité conjointe est la carte de crédit qu'elle utilise pour les dépenses du ménage, m'a-t-il informé. En 1 heure, la carte de crédit de Chloé a été annulée et entièrement remboursée. J'ai ouvert un nouveau compte courant auquel elle ne pouvait pas accéder, j'ai transféré le virement automatique de mon salaire et j'ai documenté chaque centime que j'avais dépensé pour Chloé tout au long de notre mariage. Les chiffres étaient stupéfiants. 187 000 € sur 4 ans. Près de 50 000 € par an pour financer le style de vie d'une femme qui utilisait cette liberté pour me trahir. Une dernière suggestion, a dit Robert alors que nous concluions. Changez tous vos mots de passe. Compte bancaire, plateforme d'investissement, email, tout. Si elle a accès à une quelconque information financière, supprimez-le immédiatement. Ce soir-là, je suis rentré à la maison et j'ai joué la normalité comme un acteur récitant son texte. J'ai embrassé Chloé, lui ai demandé comment s'était passée sa journée, j'ai mangé le dîner qu'elle avait préparé avec des mains qui avaient touché un autre homme cet après-midi-là. Nous avons regardé la télévision ensemble sur le canapé, sa tête sur mon épaule pendant qu'elle planifiait probablement le rendez-vous du lendemain pendant les pauses publicitaires. Mais à l'intérieur, j'étais déjà parti. L'homme assis à côté de Chloé était un fantôme. Le véritable Antoine Fournier avait 3 coups d'avance, construisant sa chute avec la même précision méthodique que j'appliquais aux audits d'entreprise. Mardi soir, j'ai passé un appel à David Moreau, mon meilleur ami depuis l'enfance. David avait servi 2 fois dans l'armée avant de monter une société de sécurité privée. Il avait été mon témoin, s'était tenu à mes côtés lorsque j'avais promis d'aimer et d'honorer la femme qui détruisait systématiquement notre mariage. David, j'ai besoin d'une faveur, ai-je dit quand il a répondu. N'importe quoi, mon frère. Que se passe-t-il, a-t-il immédiatement répondu. Ma femme me trompe. J'ai des preuves. Je demande le divorce. Tout est géré légalement. Mais il y a quelque chose que je dois faire avant, et j'ai besoin que tu sois là avec moi, ai-je expliqué. David n'a pas hésité. Quand et où, a-t-il demandé. Demain soir. Je t'enverrai l'adresse par SMS, ai-je répondu. J'y serai, a-t-il confirmé. J'ai raccroché et j'ai regardé l'adresse de Kevin Muller. Appartement 3B, résidence du Parc. Raymond l'avait incluse dans son rapport complet avec les informations sur son emploi, l'immatriculation de son véhicule, et même ses profils sur les réseaux sociaux. Kevin Muller, 26 ans, coach personnel, collectionneur des secrets des femmes mariées. Je n'étais pas un homme violent. Je n'avais jamais donné un coup de poing de ma vie d'adulte, j'avais bâti mon succès sur l'intellect et la persévérance plutôt que sur la force physique. Mais certaines dettes exigent différentes formes de paiement. Certains comptes devaient être réglés avant que les livres ne puissent être fermés. J'ai regardé la dernière publication de Kevin sur les réseaux sociaux. Un selfie torse nu à la salle de sport avec la légende, bien mérité. Son sourire était arrogant, satisfait, l'expression d'un homme qui pensait s'en tirer à bon compte. Demain soir, Kevin Muller allait mériter quelque chose de complètement différent. Mercredi soir, 20h47. Je me suis garé sur le parking au bitume fissuré de la résidence du Parc, avec David sur le siège passager. Le complexe était exactement ce à quoi je m'attendais, un monument délabré au loyer modéré et aux standards encore plus bas, où quelqu'un comme Kevin Muller pouvait se permettre de vivre avec un salaire de coach personnel. Tu es sûr de ça, a demandé David. Son ton ne portait aucun jugement, juste l'inquiétude pratique d'un homme qui avait vu la violence et comprenait ses conséquences.
J'en suis sûr, ai-je répondu. Nous avons grimpé l'escalier extérieur jusqu'au premier étage, nos pas résonnant dans l'air humide de la nuit. L'appartement 3B se trouvait au bout du couloir, une musique aux basses lourdes vibrant à travers les murs fins. J'ai frappé avec l'autorité d'un homme exigeant le paiement d'une dette en souffrance. La porte s'est ouverte. Kevin Muller se tenait là, en pantalon de jogging gris et rien d'autre, l'incarnation parfaite du jeune arrogant de 26 ans qui avait été avec ma femme dans des chambres d'hôtel que je finançais sans le savoir. Son corps était tout ce que le mien n'était pas. Jeune, sculpté, bâti pour le genre de passion physique qui, apparemment, comptait plus que 4 ans de dévotion et de sécurité financière. Ouais, a-t-il dit, agacé par l'interruption, s'attendant probablement à un voisin se plaignant du bruit. Je n'ai pas parlé. Je l'ai bousculé pour entrer dans l'appartement, David me suivant immédiatement. Kevin a reculé, la confusion se transformant en alarme à mesure que sa situation devenait claire. Waouh! C'est quoi ce bordel? Vous êtes qui? A-t-il exigé. Je suis le mari de Chloé Fournier, ai-je dit froidement. Le sang a quitté son visage comme l'eau d'un barrage qui cède. Oh, mec, écoute, je savais pas qu'elle était, a-t-il commencé désespérément. Menteur, les yeux coupés, ma voix glaciale. Elle est mariée depuis 4 ans. Elle porte une alliance. Tu savais exactement ce que tu faisais quand tu as commencé à la voir. Je te jure, elle a dit qu'elle était séparée. Elle a dit que son mariage était, a-t-il plaidé. Mon poing a heurté sa mâchoire avant qu'il ne puisse finir son excuse. Kevin s'est écrasé de côté contre le mur, choqué, le sang de sa lèvre fendue éclaboussant la peinture blanche bon marché. Il a essayé de se reprendre, de lever les mains pour se défendre. Mais David était déjà en mouvement, attrapant Kevin à la gorge et le jetant sur la moquette tachée. Reste au sol, a dit David calmement. Sa voix portait le poids d'un homme qui avait fait pire que ça dans des pays lointains. J'ai donné un coup de pied dans les côtes de Kevin. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pas des coups sauvages et désespérés, mais des impacts délibérés, calculés comme tout ce que je faisais. Kevin s'est recroquevillé en boule, gémissant, essayant de protéger son torse de nouveaux coups. S'il vous plaît, arrêtez. Je suis désolé, a-t-il haleté. Je me suis accroupi, j'ai attrapé ses cheveux, les forcé à me regarder à travers le sang et les larmes. Tu restes loin de ma femme. Tu effaces son numéro. Tu fais comme si elle n'avait jamais existé. Parce que si j'apprends que tu l'as recontactée, si j'entends ne serait-ce que ton nom mentionné en lien avec le sien, je reviendrai ici et je finirai ce que j'ai commencé. Tu me comprends? Ai-je exigé. Kevin a hoché la tête frénétiquement, la terreur l'emportant sur la fierté. David s'est penché, sa voix basse mais empreinte d'une conviction absolue. Et si tu penses à appeler la police ou à parler à quelqu'un de cette visite, oublie. Parce qu'on le saura. Et on reviendra. Et la prochaine fois, on ne s'arrêtera pas à des côtes cassées, a-t-il prévenu. Je me suis relevé, j'ai regardé Kevin une dernière fois. Le coach personnel était brisé, physiquement, émotionnellement, complètement. Son beau visage était temporairement ruiné, sa confiance en lui brisée, son sentiment d'invincibilité révélé comme l'illusion qu'il avait toujours été. Il guérirait. Ses côtes se ressoudraient, son visage redeviendrait normal, mais il n'oublierait jamais la leçon, les femmes de certains hommes ont un prix trop élevé à payer. Nous sommes partis sans un mot de plus. Mes jointures étaient écorchées et saignaient. Je les ai essuyées sur mon jean en descendant les escaliers, ressentant quelque chose comme de la satisfaction pour la première fois depuis des semaines. Ça va, a demandé David quand nous avons atteint ma voiture. Ça va, ai-je répondu. Tu as franchi une ligne ce soir, mon frère, a-t-il observé. Je savais qu'il avait raison. L'Antoine Fournier qui avait construit une vie par une planification minutieuse et des voies légales n'existait plus. À sa place se tenait quelqu'un prêt à utiliser la violence physique pour protéger ce qui était à lui, ou pour punir ceux qui l'avaient pris. Alors assure-toi que ça en valait la peine, a ajouté David. J'ai roulé vers la maison à travers les rues de banlieue qui semblaient différentes maintenant, changées par ce que j'avais fait et ce que j'étais sur le point de faire. Le capture de Chloé était dans l'allée. Elle était déjà rentrée d'où qu'elle m'a dit qu'elle allait ce soir. Elle avait probablement rencontré Kevin plus tôt dans la journée. Cela n'avait plus d'importance. Je suis entré. Chloé était sur le canapé, regardant une émission de télé-réalité,
mangeant du pop-corn dans un bol en céramique que je lui avais acheté pour Noël il y a 2 ans. Elle a levé les yeux et a souri avec la même chaleur qu'elle m'avait montrée depuis le jour de notre mariage. « Hey, comment s'est passée ta soirée avec David ?» a-t-elle demandé joyeusement. « Bien. On a juste pris des nouvelles », ai-je répondu. « C'est sympa », a-t-elle dit en tapotant le coussin à côté d'elle. « Viens regarder avec moi. » Je l'ai regardé, vraiment regardé. La femme que j'avais épousée, la femme à qui j'avais confié mon avenir, mes finances, mon cœur. La femme qui avait méthodiquement détruit notre mariage pendant 6 mois tout en vivant dans le confort que je lui offrais, dépensant l'argent que je gagnais, dormant dans un lit que je payais. Demain matin, elle allait comprendre exactement ce qu'elle avait perdu. Je suis fatigué, ai-je dit. Je vais me coucher. D'accord, bébé, a-t-elle répondu en m'envoyant un baiser. Le même geste qu'elle avait fait des milliers de fois. J'ai monté les escaliers, je me suis mis au lit tout habillé et j'ai fixé le plafond. Mes jointures me lançaient. Ma poitrine était vide, mais mon esprit était d'une clarté cristalline. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Maître Renaud. Les papiers sont prêts. Demain matin. 9 heures. J'ai réglé mon réveil sur 6 heures. La dernière matinée normale de Chloé était presque terminée, et elle n'avait aucune idée que son monde entier était sur le point de s'effondrer. Jeudi matin. Je me suis réveillé à 6 heures comme prévu, je me suis douché, habillé pour le travail avec la même précision que j'avais maintenue chaque matin pendant 4 ans. J'ai fait du café, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai attendu avec la patience d'un prédateur qui avait passé des mois à planifier le coup parfait. Chloé s'est réveillée à 8h30, son heure habituelle. J'ai entendu l'eau de la douche couler, je l'ai entendue accomplir sa routine matinale qui était devenue aussi prévisible qu'un lever de soleil. Elle est descendue à 9h15, vêtue d'une robe d'été jaune et de talons, maquillée avec une précision artistique, coiffée pour quelqu'un qui valait la peine d'être impressionné. « Tu vas encore faire du shopping ?»« Bonjour », dit-elle vivement, attrapant son sac à main sur le comptoir en granit que j'avais payé pour faire installer. « Je sors pour quelques heures. Tu as besoin de quelque chose ?» Je pris une gorgée de café délibéré. « Je ne pense pas que tu iras où que ce soit aujourd'hui, » dis-je calmement. Chloé s'arrêta, sa main figée sur ses clés de voiture. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, la confusion s'insinuant dans sa voix. « Ton petit ami ne pourra pas te voir. Il est indisposé, ai-je répondu. Le sourire mourut sur son visage comme une lumière qu'on éteint. « Quoi ?» murmura-t-elle. Je me levai lentement, me dirigeai vers le comptoir où l'assistant de Maître Renaud avait livré une enveloppe Kraft 1 heure plus tôt. Je la ramassai et la jetai aux pieds de Chloé. Elle frappa le carrelage avec un bruit sec, et des papiers se dispersèrent. Des photographies, des SMS imprimés, des reçus d'hôtel, des rapports de détective. Chloé baissa les yeux sur les preuves de sa trahison étalées sur le sol de la cuisine. Son visage passa de la confusion à la reconnaissance, puis à la terreur pure. Des photos d'elle et de Kevin s'embrassant sur des parkings, des photos d'eux entrant ensemble dans des hôtels, sa tête renversée en arrière de rire à quelque chose qu'il lui avait murmuré. Des captures d'écran de SMS intimes où elle se plaignait de son mari ennuyeux et planifiait des après-midi avec son magnifique coach. Un calendrier détaillé de chaque rencontre. Chaque mensonge, chaque moment de trahison documenté avec une précision médico-légale. « Antoine », commença-t-elle, sa voix se brisant comme du verre. « Ne dis rien », la coupai-je, ma voix plate, sans émotion. Le ton que j'utilisais pour annoncer de mauvaises nouvelles aux clients dont j'avais découvert le détournement de fonds. « Je sais tout. J'ai engagé un détective privé pour te suivre pendant une semaine. J'ai des vidéos de toi couchant avec lui dans des chambres d'hôtel que je paie. J'ai des photos de toi l'embrassant, lui tenant la main, riant avec lui pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour financer ton style de vie. J'ai les reçus des hôtels que tu as payés avec la carte de crédit que je t'ai donnée. » Les genoux de Chloé cédèrent. Elle laissa tomber son sac à main, les papiers craquant sous ses talons alors qu'elle reculait contre le réfrigérateur. « Antoine, s'il te plaît, c'était une erreur. » « Ça ne signifiait rien, » plaida-t-elle désespérément. « Ça ne signifiait rien, » demandai-je, mon rire froid, assez tranchant pour couper. « Tu le vois depuis 6 mois. Tu m'as menti chaque jour. Tu prenais une douche en rentrant pour laver son odeur de ta peau. Tu as pris mon argent,
vécu dans ma maison, dormi dans mon lit, et tout ça pour un coach personnel de 26 ans dans des hôtels miteux. Antoine, je vais arrêter. Je ne le reverrai plus jamais. On peut arranger ça. S'il te plaît, supplia TL. C'est déjà fini. Je m'en suis assuré hier soir, l'informai-je froidement. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent, une peur sincère remplaçant le calcul. Qu'est-ce que tu as fait, demanda-t-elle, la terreur s'insinuant dans sa voix. J'ai rendu une petite visite à Kevin. Il comprend maintenant que tu es hors de sa portée. Il ne te dérangera plus. Je m'approchai, la dominant alors qu'elle se pressait contre les appareils électroménagers que j'avais achetés. Mais ça n'a pas d'importance. Parce que tu ne vas plus être ici. Antoine, s'il te plaît, sanglota TL, les larmes coulant sur son visage, détruisant le maquillage qu'elle avait appliqué pour un homme qui ne la verrait plus jamais. Je t'aime. J'ai fait une erreur. S'il te plaît, ne jette pas tout ce que nous avons. Tout ce que nous avons, répondis-je, ma voix montant pour la première fois. 4 ans de rage refoulée trouvant enfin une issue. Je t'ai tout donné. J'ai payé pour cette maison, j'ai payé pour ta voiture, j'ai payé pour tes vêtements, ta nourriture, tes virées shopping, tes rendez-vous chez le coiffeur, ton abonnement à la salle de sport où tu l'as probablement rencontré. Et tu as tout utilisé, chaque euro que j'ai gagné, pour entretenir une relation avec un autre homme. Je ramassai les papiers du divorce sur le comptoir, ceux que maître Renaud avait déposés électroniquement ce matin même pendant que Chloé dormait paisiblement à côté de moi. Je les lui jetai à la poitrine. Elle les attrapa par réflexe, ses mains tremblant si violemment que les papiers bruissaient comme des feuilles d'automne. Je divorce. Les papiers sont déjà déposés. Avec les preuves que j'ai, tu n'obtiendras rien. Pas de pension alimentaire, pas de partage des biens, rien. La maison est à mon nom. Chaque compte en banque est à mon nom. Tu n'as pas travaillé depuis 4 ans, donc tu n'as aucun droit sur les biens matrimoniaux, déclarai-je. Antoine, tu ne peux pas. Où suis-je censé aller, s'écria-t-elle. Va chez tes parents. Va chez Kevin. Ah, attends, il ne voudra plus te voir. Va en enfer, je m'en fiche, répondis-je froidement. Je me dirigeai vers la porte d'entrée et l'ouvris en grand, la lumière du matin inondant le seuil. Sors de ma maison. Antoine, s'il te plaît, gémit-elle, sanglotant maintenant, le mascara coulant sur ses joues en rivière noire, son apparence soigneusement construite se dissolvant. On peut aller voir un conseiller. Je ferai n'importe quoi. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas, demandai-je, ma voix baissant pour devenir quelque chose de calme et de mortel, le ton qui avait poussé des dirigeants d'entreprise à avouer leur détournement de fonds plutôt que de faire face à mes rapports d'audit. Je ne veux pas arranger ça. Je ne veux pas travailler sur notre mariage. Je ne veux plus de toi. Tu n'es pas la femme que j'ai épousée. Tu n'es pas la femme en qui j'avais confiance. Tu n'es plus rien pour moi maintenant. Chloé essaya de s'approcher de moi, tendant des mains désespérées. Je reculai. Si tu n'es pas sorti de cette maison dans 10 minutes, j'appelle la police et je te fais expulser pour violation de domicile. Tu as 10 minutes pour prendre ce que tu peux emporter. Tout le reste, je le donne à des œuvres de charité ou je le brûle dans le jardin, déclarai-je fermement. Antoine, commença TL. 9 minutes, l'interrompis-je. Chloé s'effondra sur le sol de l'entrée, sanglotant si fort que tout son corps était secoué de convulsions. Je la regardais sans émotion, ne ressentant rien d'autre qu'une froide satisfaction alors que la femme qui avait détruit notre mariage faisait enfin face aux conséquences de ses choix. Elle finit par se relever, ses jambes chancelantes, et monta les escaliers en trébuchant. J'entendis des tiroirs claquer, des cintres s'entrechoquer, le son de quelqu'un dont le monde venait d'imploser essayant de sauver quelque chose des décombres. Elle redescendit, portant une valise bourrée de vêtements, de produits de toilette, de son ordinateur portable. Les affaires d'une femme qui était passée de propriétaire à sans-abri en 15 minutes. À la porte, elle me regarda une dernière fois. Son visage était détruit, rouge, enflé, strié de larmes et de maquillage barbouillé. La beauté qui m'avait attiré réduite à une épave humaine. Je suis tellement désolé, murmura-t-elle. Je lui fermai la porte au nez. À travers la fenêtre, je regardais sa voiture quitter l'allée pour la dernière fois. Je la regardais s'éloigner de la vie qu'elle avait systématiquement détruite par des mensonges et la trahison. Je ne me sentais pas victorieux.
Je ne me sentais pas soulagé. Je me sentais vide, et vidé, comme un bâtiment après une démolition contrôlée. Mais je ressentais aussi autre chose. Une satisfaction froide et dure que justice ait été rendue, que les conséquences aient enfin rattrapé les choix. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Maître Renaud. Elle a signé les papiers. C'est fait. J'ai effacé le message et je me suis assis seul dans la maison qui était enfin, complètement, irrévocablement la mienne. Le divorce a été finalisé en un temps record. Chloé n'a rien contesté. Elle a signé chaque document que Maître Renaud a placé devant elle, acceptant un règlement symbolique de 1 500 € et disparaissant de ma vie aussi complètement que si elle n'avait jamais existé. J'ai tout gardé. La maison, tous les comptes d'épargne, les fonds de retraite, les portefeuilles d'investissement. J'ai fait changer les serrures le jour où elle est partie, j'ai donné la plupart de ses affaires à des œuvres de charité, j'ai jeté le reste à la benne. J'ai repeint la chambre, acheté de nouveaux meubles, effacé toute trace de sa présence de ma vie avec une rigueur méthodique. Ma routine quotidienne est revenue à ce qu'elle était avant le mariage. Travail, maison, solitude. Mes collègues savaient que j'étais divorcé, mais ne posaient aucune question. Je ne donnais aucune information. Je suis resté le même expert comptable fiable et méthodique que j'avais toujours été, sauf que maintenant, l'homme derrière le bureau était plus dur, plus froid, moins confiant. Parfois, la nuit, je suis allongé dans mon lit et je fixe le plafond, me demandant si le vide s'estompera un jour. Me demandant si je ferai un jour assez confiance à une autre femme pour partager cette maison, cette vie, cette existence soigneusement construite. La réponse, la plupart des nuits, est non. Chloé Lambert, elle a abandonné le nom de Fournier, travaille comme caissière dans un supermarché discount à l'est de la ville. Elle vit dans un studio dans un quartier où les sirènes hurlent chaque nuit et où des barreaux couvrent chaque fenêtre. Ses parents l'ont reniée quand elle est arrivée chez eux en quête d'un abri. Son père, un homme que j'avais respecté et avec qui j'avais partagé les fêtes, lui a ouvert sa porte, a écouté son explication en larmes, et a rendu son verdict. Tu t'es déshonoré et tu as déshonoré cette famille. Ne reviens pas, lui avait-il dit avant de fermer la porte définitivement. Elle a essayé de me contacter une fois, un long email décousu sur le regret, le changement et les secondes chances. J'ai bloqué son adresse sans lire au-delà de la première ligne. Certaines portes, une fois fermées, le reste pour toujours. Kevin Muller a quitté la ville peu après notre rencontre. La rumeur dit qu'il était terrifié à l'idée que quelqu'un allait le tuer. Personne ne l'a revu depuis. Son contrat chez E-Performance FIP a été résilié sans explication, son appartement abandonné, ses comptes sur les réseaux sociaux supprimés. Parfois, la justice est rapide et physique. Parfois, elle est lente et psychologique. Parfois, elle est les deux. Chloé passe ses soirées seule, à faire défiler de vieilles photos sur son téléphone. Des photos de la maison, de la vie, de l'avenir qu'elle a échangé contre 6 mois d'excitation avec un homme qui ne valait pas les ruines qu'il a causées. Elle se demande si elle cessera un jour de regretter ses choix. Elle ne cessera pas. Le prix de la trahison, j'ai appris, ne se paie pas une seule fois. Il se paie chaque jour, dans chaque conséquence qui suit, dans chaque porte qui se ferme, dans chaque nuit passée seule à se demander ce qui aurait pu être si des choix différents avaient été faits. Je dors bien maintenant. Dans ma maison, dans mon lit, dans la vie que j'ai reconstruite sur les cendres de sa destruction. Et parfois, dans les moments calmes avant l'aube, je pense à la justice. Comment elle vient lentement pour certains, rapidement pour d'autres, mais finalement, inévitablement, pour tout le monde. Chloé Lambert a appris cette leçon trop tard. Mais elle l'a apprise complètement. Et ça, je suppose, c'est suffisant.